De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Comme vous voyez, je tiens le téléphone dans ma main et elle tremble. Et ça, c'est un bon signe, je crois. Ça veut dire que je m'apprête à être vulnérable. Et là, mon système nerveux, comme ça, est en état d'activation. C'est difficile d'être vulnérable. Cette vidéo va s'intituler « L'envers du décor ». Donc, voici mon divan rouge habituel. J'espère que vous le reconnaissez. Mais là, on va faire la vidéo aujourd'hui de l'autre côté. On va voir l'envers du décor. Donc voici la pièce dans laquelle je fais les vidéos habituellement. On va faire la vidéo ici aujourd'hui. Voici l'ordinateur. Je fais les rencontres. Nous y voici. On commence à se calmer un peu. Intéressant. C'est un symptôme, ça aussi. Hein, c'est pas de la douleur, de la fatigue chronique, une migraine, un côlon irritable. C'est un symptôme. Un état d'activation du système nerveux. On va parler de ça, on va explorer les mécanismes aujourd'hui sous-jacents aux symptômes émotionnels, parce que j'en ai eu cette semaine. Donc, allons-y, allons-en. On va se calmer un peu avant. J'ai eu des symptômes cette semaine et on va explorer ce qui se trouvait en dessous de tout ça. J'espère que ça va être instructif. Donc, j'ai commencé à écrire un livre et je l'ai fait lire à quelqu'un. Et là, elle m'a dit que je n'écrivais pas avec mon cœur et ça m'a extrêmement blessé. Comme vous voyez, ça c'est ma bibliothèque. En arrière, les livres sont très importants pour moi. Pendant longtemps, mon identité était rattachée au fait que j'écrivais. Donc ce n'est pas quelque chose de superficiel. Pour moi, on va vraiment ici dans la profondeur. À quel point je m'identifie à ça. Et là, elle m'a dit, tu n'écris pas avec ton cœur. Ça m'a énormément blessé. Et lorsqu'elle me l'a dit, je savais intellectuellement que ça m'avait blessé. Mais au lieu de descendre dans mon corps, je suis allé comme ça dans mes boucles mentales, les voix. Ah mais blablabli, ah mais blablabla. Je n'ai pas senti la blessure émotionnelle. Et donc, le lendemain, on est le lendemain, là. Et là, le soir, je n'ai pas fait de démarche pour ressentir tout ça. À peine. J'ai à peine laissé m'effleurer. Je n'ai pas vraiment ressenti. Et là, le lendemain, j'ai voulu faire une vidéo. D'habitude, on va explorer ça, c'est l'envers du décor. Je vais vous expliquer ma démarche habituelle. On va contraster justement l'écriture et faire des vidéos. D'habitude, je pèse sur enregistrer comme ça. Je commence. C'est un peu rigide. Ah, j'arrête. Je fais une autre prise. Des fois, je peux recommencer comme ça 2-3 fois. Et là, à la 4e fois, ça y est, tout d'un coup. Si ça prend plus que 2, 3, 4 fois maximum, d'habitude, j'abandonne. Je vais prendre une marche, je reviens et là, souvent, boum, du premier coup. Et là, si ça ne fonctionne pas, après quelques coups, j'abandonne. Donc, voici ma démarche. Vous voyez un peu comme ça l'envers du décor, comment ça fonctionne. Mais, qu'est-ce qui est arrivé cette fois-là, le lendemain, c'est que j'ai commencé à faire une vidéo
Comme ça, j'ai appuyé. Ça ne fonctionnait pas. J'ai recommencé. 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 Je ne sais pas combien de fois je l'ai fait. Je n'ai pas compté. Mais quand je suis sorti de ma boucle, j'avais un peu mal à la gorge d'avoir tant parlé. Et j'ai vu comme ça des dizaines et des douzaines de tentatives avortées de vidéos. Je me suis comme réveillé. Qu'est-ce que je viens de faire? Wow! Je suis allé dans une boucle, ça fait longtemps. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été dans une boucle comportementale comme ça. Et ça, c'est un symptôme aussi. Et mes trapèzes se sont mis à chauffer durant cet épisode, durant cette boucle. Et ils ont chauffé pour quelques journées après. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup à explorer ici, hein, en termes de processus émotionnel, comment c'est relié aux symptômes. Évidemment, lorsqu'on est conditionné pour la douleur, notre cerveau fait des associations comme s'asseoir, c'est dangereux, et là, il déclenche les symptômes. Et là, c'est un autre travail, c'est reconditionner le cerveau, évidemment. Mais on peut toujours se poser cette question-là à la base. Voulez-vous déjà poser? Je l'espère. Ce n'est pas adressé souvent dans les livres comme celui de Alan Gordon ou celui de Carl Tétillon. Voici la question. Mon cerveau a fait une erreur. Pourquoi? Pourquoi mon cerveau a fait une erreur? Pourquoi le cerveau de mon voisin ne fait pas cette erreur? On pourrait même aller plus loin et dire, je suis presque sûr que si j'avais un jumeau identique, il n'aurait pas nécessairement développé ce genre de symptômes. Son cerveau n'aurait pas fait cette erreur. Donc, même lorsque notre cerveau est devenu conditionné à penser que c'est dangereux de s'asseoir dans une chaise, selon moi, il y a une question à se poser. Pourquoi mon cerveau a fait cette erreur? Mais moi, je l'ai reconditionné, mon cerveau. Je n'ai plus, dans mon estimation, ce genre de symptômes, réponse conditionnée, au sens le plus étroit du terme. Mais peut-être que je l'ai encore au sens émotionnel. Je ne sais pas, c'est ça, j'explore tout ça. Mais j'ai encore, moi, ce que j'appelle, si je n'ai plus des symptômes conditionnés, c'est dangereux de s'asseoir sur une chaise, j'ai encore quelquefois des symptômes émotionnels comme ça. Et là, après avoir eu cette boucle comme ça, je me suis senti comme si j'avais eu une rechute. Pas une rechute de symptômes, mais une espèce de rechute comportementale. Et je me suis senti coupable. Très coupable. Ah non, j'étais encore là. Je pensais pas que j'étais là. Je me suis senti comme si j'ai reculé de quelques pas. Et là, ça m'a pris presque toute la semaine de réaliser que non seulement je n'avais pas vraiment reculé ou que lorsqu'on recule, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un processus linéaire. Hein, c'est 2 pas en avant, un pas en arrière. Des fois même c'est 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Et ça aussi c'est correct. En autant que la majorité soit 2 pas en avant, un pas en arrière, 2 pas en avant, un pas en arrière, 2 pas en avant, un pas en arrière, 2 pas en avant, ou 4 pas en arrière. C'est pas grave, on a quand même on avance. On avance. Donc, la personne m'a dit quelque chose d'extrêmement blessant pour moi. Non, c'est ça. La personne n'a pas dit quelque chose de blessant. On peut explorer ça. Personne ne dit rien de blessant, c'est nous. Personne ne dit rien d'activant, c'est nous qui sommes activés. Quelqu'un d'autre, mon jumeau par exemple, n'aurait pas été blessé ou activé parce que la personne m'a dit. Donc le propos n'est pas blessant, le propos n'est pas activant, c'est nous
qui sommes activés, c'est nous qui sommes blessés par le propos. Toujours important de réaliser ça. Dans les interactions, souvent, les gens mettent des pourcentages. C'est 50% ta faute, 50% la mienne. Ah là, c'était plus 60-40. Et ce qu'on réalise de plus en plus quand on explore ces choses-là, c'est que c'est 100%, 100%. On est chacun responsable de nos réactions. C'est pas du 50-50, c'est du 100-100. Et là, j'ai reparlé à cette personne et tout était correct après la conversation. Ça m'arrive souvent, des fois à moins grande échelle, et là, ça ne déclenche pas nécessairement des symptômes, comme, par exemple, moi, j'ai fait une tentative de suicide. C'était en octobre 2023. Je vais toujours me rappeler la date, évidemment. Et pas tout de suite après, mais peu après, j'ai fait des démarches justement pour faire de la psychothérapie gratuite, hein, avec l'État, si on pourrait dire, payée par l'État. Et là, croyez-le ou non, j'ai eu ma première séance gratuite cette semaine. Wow! Donc, on ne peut pas compter là-dessus en temps d'urgence. Combien de temps ça a pris? 1 an, plus d'1 an? Wow! Le thérapeute m'appelle et là, il me dit est-ce que tu peux venir vers 9h du matin? Je dis non, je ne peux pas vers 9h du matin. Ah ben, à 1h d'abord? Je dis non, je ne peux pas à 1h. Moi, j'entends une espèce d'hésitation dans sa voix. 2h d'abord? C'est OK, 2h. Je raccroche et là, je me sens coupable d'un assez haut niveau d'activation, disproportionné, totalement disproportionné, pendant plusieurs heures après. On a exploré ça, évidemment, dans la première rencontre. Et là, il me dit, non, c'est ça, moi, j'essaie de mettre tous mes rendez-vous comme ça dans un pain. Donc, je faisais juste réorganiser. Tu n'as pas chamboulé ma journée, tu ne m'as pas dérangé. J'essaie juste de mettre les rendez-vous ensemble. Et c'est comme, wow! Voici comment moi, j'avais interprété l'interaction. Il aurait préféré 9h AM. Mais là, j'ai dit non, je peux pas. Là, 1h PM, il avait l'air de moins apprécier. Mais là, j'ai dit, je peux pas. 2h, ça avait l'air de le déranger dans mon esprit. C'est comme ça. Et j'imagine qu'on va travailler là-dessus dans les 10 à 15 séances. C'est ça qu'il m'offre gratuitement. Excellent. Je vais le prendre gratuitement. Ces temps-ci, nous explorons le livre de Karl Kitsion. Donc, allons-y. Dois-je engager un travail psychothérapeutique de fond pour aller mieux? Je ne pense pas qu'il existe de réponse universelle à cette question. Cela dépend de chaque personne, de son vécu, de ses besoins. Je ne considère donc pas la psychothérapie comme absolument nécessaire pour les personnes souffrant de douleurs chroniques. Au cours de mes consultations, j'ai pu observer de nombreuses personnes se libérer totalement de la douleur chronique sans engager un travail émotionnel de fond. Toutefois, la psychothérapie peut être utile et complémentaire au travail proposé dans ce livre, notamment pour les personnes ressentant le besoin de faire le point sur leurs difficultés, pour donner du sens à leur histoire ou leurs symptômes, pour exprimer leurs émotions. Très important, hein? Exprimer ses émotions, les ressentir, ou simplement pour apprendre à se connaître. Pour certaines personnes, elle sera même une aide précieuse. La seule mise en garde que je ferai concernant le travail psychothérapeutique est que, s'il dure trop longtemps, il peut perpétuer la perception de danger par le cerveau. Dans ce cas, la menace n'est pas d'ordre physique, mais psychologique. Et le travail sur soi tend à maintenir la perception du cerveau selon laquelle il y a toujours un problème à régler, cette fois d'ordre émotionnel. Wow, il y a des orages dehors. C'est les émotions peut-être. Émotionnelles.
sont des sages propos ici, ce n'est pas tout le monde qui ont besoin de faire de la psychothérapie pour éliminer leurs symptômes. Une des choses qui bloque le plus, c'est de penser qu'il y a un problème à régler, souvent structurel, mais j'imagine que c'est la même chose quand c'est d'ordre émotionnel, penser qu'il y a un problème à résoudre. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de voir les symptômes comme une distraction. On voit les symptômes ici, pour ne pas voir ces choses-là. Il y a des choses ici, des conflits intérieurs, des émotions difficiles. Et là, au lieu d'aller là, il y a des symptômes, des boucles. On essaie de faire la même vidéo 1000 fois de suite. Ah, les trapèzes commencent à chauffer. Tout pour pas ressentir ça. Et là, lorsqu'on n'a plus besoin de la distraction, on peut aller ici. Ah, des conflits émotionnels. Ah, des émotions difficiles que je voulais éviter. Et là, selon moi, c'est qu'il ne faut pas voir ça comme un problème à régler. Dès qu'on tourne la tête comme ça, dès qu'on n'a plus besoin de la distraction et qu'on va dans ces choses-là, les symptômes deviennent un peu inutiles dans un sens, parce qu'on adresse ces choses-là. Mais l'erreur, selon moi, ça serait de voir ces choses-là comme un problème à régler, un problème qui est même réglable, possiblement. C'est le travail de toute une vie, selon moi, adresser ces choses-là. Il ne faut pas voir ça comme un problème. Il n'y a pas de fin. On peut voir ça comme négativement. Ah, il n'y a pas de fin, ça ne va jamais être réglé. Mais tant mieux, c'est ça, il n'y a rien à régler. C'est des couches, c'est des cycles, ça revient. C'est beau. C'est beau. Il faut y aller, il faut ressentir ces choses-là. Comme ça, on n'a plus besoin de la distraction. C'est mon impression par rapport à ça. Parce que c'est ça qui est arrivé. Cette personne-là m'a dit quelque chose de blessant. Et je n'ai pas ressenti. Je me suis distrait par des boucles comportementales, des symptômes. Ça n'était pas élevé, hein. C'était des... J'aime pas les numéros. 2, 3. M'en est monté à 4, du 2, 3 sur 10 pendant 2-3 jours. Tiens, en votant ici avec tes 2, 3 sur 10. Moi, quand ça reste aussi bas, je n'entre jamais dans l'idée mentale qu'il y a un problème à régler. C'est quand ça dépasse, si on sort le numéro, le 5, le 6, je commence à penser, il y a un problème. Il y a un problème à régler. Quand ça reste aussi bas, je suis capable de même pas aller dans cette boucle mentale-là. Pourquoi ça m'a blessé autant? Je l'ai exploré. Ce que cette personne m'a dit. Je l'ai exploré. Moi, je fais de la thérapie de groupe gratuite. Et là, je vais commencer de la thérapie individuelle gratuite. Donc, il y a des ressources si vous n'avez pas le budget. Moi, je trouve que c'est important pour moi en ce moment de faire de la psychothérapie. Comme vous pouvez le voir, je crois que ça pourrait m'aider. Cette personne-là m'a dit que je n'écrivais pas avec mon cœur. Ça a toujours été très important pour moi, l'écriture. Depuis que je suis jeune, moi, je veux être un écrivain. Ça a toujours fait, pas toujours, mais ça a longtemps fait partie de mon identité. Et ça, qu'est-ce que j'explore de plus en plus, c'est l'idée que mon estime personnelle passe par des accomplissements. Je voulais écrire, avant de développer les symptômes, on pourrait même dire que ça, c'est un symptôme. Je voulais écrire un chef-d'œuvre. Pourquoi je voulais écrire un chef-d'œuvre? Parce que j'ai pas d'amour, d'estime personnelle. Et là, je vais chercher mon estime personnelle à travers des choses externes, comme des accomplissements. Si j'écris un chef-d'œuvre, là, ah wow, les gens vont admirer ça. C'est comme s'ils vont m'admirer, ça va enfin remplir le trou en moi. Évidemment, si vous explorez ces mécanismes, ça ne fonctionne jamais. On écrit chef-d'œuvre, supposément qu'on réussit, là, on l'écrit, tout le monde dit « Ah, c'est génial, c'est fantastique ». Et là, il faut commencer le prochain livre. Le trou n'est pas rempli. Et quand j'écrivais, justement, j'allais dans ces boucles comportementales.
je peux vous montrer un peu là, la tentative de chef-d'œuvre. C'est exactement comme ça. C'est un livre comme ça. Avec des dessins. Tout est en ordre. Je travaille des heures et des heures là-dessus. Il fallait que tout soit parfait. Ça, c'est un peu l'équivalent de moi qui fais la vidéo comme ça, en boucle. J'allais dans des boucles comme ça et là, je n'arrêtais pas jusqu'à temps que la page soit parfaite à mon goût. Tout le texte parfait, chaque mot à sa place, avec l'image qui fit parfaitement. Il fallait que les images marchent comme ça, avec les 2 pages ouvertes devant toi. Des heures et des heures et des heures comme ça. Faut que je me réveille en plein milieu de la nuit. Faut que je change un mot. Je me réveillais, je changeais le mot. Ah, c'est mieux comme ça. Là, j'allais me recoucher. Je me réveillais le lendemain. Je remettais le mot d'avant. Est-ce que ça valait la peine de perdre du sommeil? Perfectionnisme. Et là, c'est ça, quand j'ai commencé à faire les vidéos, j'ai appelé ça, les vidéos, pour moi, mon terrain d'entraînement contre le perfectionnisme. Si je vais faire les vidéos comme ceux que j'ai écoutés en anglais, c'est-à-dire d'un trait. Surtout ceux de Jim Prusak et Dan Brouillon. On pèse sur le bouton, on parle, c'est ça qui est ça. Même si on déparle, ce n'est pas grave, c'est ça la vidéo. Il y a des erreurs, ce n'est pas parfait. Et ça m'a beaucoup aidé, justement, à ne pas tomber dans le perfectionnisme. Mais, soyons honnêtes, c'est un peu la même chose que dans les livres. Un peu de mon identité est allée là-dedans. J'étais en douleur chronique, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie? Ah, je peux faire, il n'y a pas de chaîne comme ça en français, je peux faire une chaîne comme ça en français. C'est devenu un peu mon identité. Et là, je le remarque, ça. Admettons qu'il y a plus de visionnements. Il y en a une récemment qui a eu 220. Ça nous donne un petit rush de dopamine, ça. Oh, wow, 220. Et là, des fois, il y en a qui ont juste 20. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a juste 20? Donc, c'est là qu'on voit, c'est un peu malsain, ça. J'essaie de travailler là-dessus, mais c'est là. Ce n'est pas dominant, par contre. On peut faire une métaphore, justement, entre ça et les symptômes. Avant, quand j'ai commencé le reconditionnement de la gloire, je me suis dit, je n'observe pas les symptômes. Ce n'est pas un feedback nécessairement utile. Quand il monte, quand il descend, comme ça va faire ça tout le long. Je ne regarde pas les symptômes. Quand j'ai commencé la chaîne, c'est la même chose. Je me suis dit, je ne regarde pas les visionnements. Mon objectif, c'est qu'il y ait une histoire de succès. Il peut y avoir 1000 visionnements. S'il n'y a pas une histoire de succès, ça ne fonctionne pas. Il peut y avoir un visionnement et là, la personne dit, oui, ça a fonctionné. J'ai réussi. Donc, je ne regarde pas les visionnements. Mais ça serait mentir, vous dire que je n'ai regardé. C'est la première chose que je vois quand j'ouvre l'application, mettons, pour en télécharger une nouvelle. Je vois les visionnements. Ah! Là, mon estime personnelle est un peu entremêlée avec tout ça, comme avec les livres. Beaucoup moins. Mais quand même. Pourquoi? Parce que mon estime personnelle passe par des accomplissements externes. Ça, la question, je l'ai déjà posée, il faut toujours se la poser. Quand j'étais jeune, est-ce que je sentais que l'amour des adultes autour de moi était inconditionnel ou est-ce qu'il dépendait de mes accomplissements? Je dirais que la grande majorité de la population, s'ils sont honnêtes, doivent dire
ça passait par certains accomplissements. Il fallait agir d'une certaine manière. Si on était d'une certaine manière, on sentait que l'amour nous était retiré. Mais là, si on était des bonnes petites filles, des bons petits garçons, là, on avait le droit là, on avait le droit à l'attachement, on avait le droit à l'amour à nouveau. Donc, notre estime personnelle passe par des accomplissements externes, comme écrire un chef-d'œuvre, faire une chaîne de reconditionnement de la douleur, où il y a des vidéos qui ont plein de visionnements. Ah, dopamine, il m'aime. Hey, on est vraiment dans l'envers du décor, là. Des fois, il faut que je supprime l'application entre les vidéos pour ne pas justement avoir la tentation d'aller regarder les visionnements. Des fois, il faut que je fasse ça, c'est difficile. C'est difficile de parler de ça. C'est vraiment l'envers du décor. Donc, quand j'écrivais longtemps dans ma vie, j'alternais en 2 cycles. Super activation, j'écris, je suis motivé, je me dis « Ah, c'est génial, c'est un chef-d'œuvre. » Et là, écroulement. J'appelais ça léthargie. Maintenant que je commence à explorer tout ça, j'étais en dépression souvent. J'ai fait plusieurs dépressions. Je suis léthargique. J'ai des périodes de léthargie. Où je m'effondrais justement. Et là, je culpabilisais, je me sentais coupable d'être inutile. Mais être utile et être inutile, c'est 2 envers de la même médaille. Vous êtes d'accord avec moi, c'est comme ça que je le vois maintenant. J'écris un chef-d'œuvre. Accomplissement, productivité, utilité. Fierté. Je m'écroule, je suis léthargique. Ah, je regarde Netflix. Inutile. 2 envers de la même médaille. Mon accomplissement passe par certains gestes externes. Si je les fais, je suis fier. Si je les fais pas, j'ai honte. Et je culpabilise. Intéressant. C'est un travail difficile, justement, commencer à développer une estime personnelle saine qui ne dépend pas des accomplissements, qui ne dépend pas d'écrire un chef-d'œuvre, qui ne dépend pas d'être utile pour les autres, de faire une chaîne qui va aider les gens et d'aider d'autres personnes à sortir de leur chronique. On peut faire ces choses-là par une espèce de surabondance, comme ça, quand on se sent bien avec nous-mêmes. Ça va jaillir comme ça, comme de l'abondance, mais pas pour justifier notre existence, comme je le fais encore parfois. Une demi-heure. Parce que j'ai d'autres choses à dire. Je me suis calmé, là. Il y a de la pluie qui tombe sur la fenêtre. Ma main ne tremble plus. Elle tremble à peine. Je suis plus calme. Donc c'est étrange, c'est ça. Les vidéos sont un excellent entraînement pour moi contre le perfectionnisme. Il y a des erreurs, des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué. Même des fois, j'écris des choses et là, je vois une faute. Ça ne me tente même pas de la refaire. Ça prend du temps à faire ces vidéos-là. Hein? Je la mets quand même. Mais avec l'écriture, je ne suis pas capable. Je ne sais pas pourquoi, encore, de tomber dans mes patterns perfectionnistes. J'ai essayé récemment. Et là, je suis en pause parce qu'il faut que j'écrive un long texte pour mon cours. Il y a le cours aussi dans tout ça. Le cours me stresse énormément. Des fois, je ne ressens pas mon stress.
Ça a sûrement joué, ça aussi, dans le petit épisode ici, de symptômes. Donc, voici la question. Est-ce que vous ressentez vos émotions? Ou est-ce que vous essayez toujours de vous distraire avec des boucles comportementales? Dans mon cas, c'est refaire la vidéo. Mais ça peut être manger, trop manger, fumer, boire trop de café le matin, regarder trop de télé, trop de tablettes. Est-ce que c'est une distraction, ça? Est-ce que vos symptômes sont une distraction? De quoi? De ça, là? Non, là, je veux pas regarder, là, je veux pas regarder, là. Les symptômes. Ah, j'ai mal au coude, j'ai mal au poignet, j'ai mal au cou. Tournez votre tête. Ah. Beaucoup de mon estime personnelle passe par mes accomplissements. Je me suis toujours trop identifié à l'écriture. Quelqu'un me dit que j'écris pas avec mon cœur. Quelqu'un dont je respectais l'opinion. J'ai pas voulu sentir ça. Symptômes. Pas des gros symptômes. C'est va-t'en avec tes 2-3 sur 10. On travaille avec ce qu'on a. C'est ça qui se passe pour moi en ce moment. Les 2-3 sur 10. Mais là, c'est fini. Je vais toujours faire ce point. Quand je fais la vidéo, je ne fais jamais de vidéo en... J'en ai déjà fait une en plein milieu des symptômes. Selon moi, c'est les 2 meilleures vidéos de toute la chaîne. Mes symptômes, non chroniques évidemment, et pas besoin d'avoir 100%. C'est les 2 meilleures vidéos de toute la chaîne. Pourquoi? Parce que j'ai fait la vidéo en plein milieu des symptômes. Donc là, on est vraiment dans un autre monde là, comparé à la dernière. Vous dites, ouais, vous faites faire du jogging sur du 8, du 9 sur 10. Blablabla. C'est vrai, ça. C'est un peu une façade. Les 2 vidéos que je viens de mentionner sont plus honnêtes. C'est les 2 vidéos les plus honnêtes de la chaîne. Parce que j'en ai fait une en plein milieu des symptômes. Et là, j'ai dit, mais je ne vais pas la publier jusqu'à temps que je sois sorti des symptômes. Et là, je fais une vidéo qui récapitule ce que j'ai appris. On peut toujours apprendre des symptômes. Donc l'honnêteté, c'est important. C'est les 2 vidéos les plus honnêtes de toute la chaîne. C'est un peu différent de quand j'étais en mode « Vous pouvez jogger sur du 8 et du 9, c'est pas un problème. » Ce qui est vrai à un certain degré. J'ai l'impression que dans cette attitude-là, il y a beaucoup de suppression. Il y a beaucoup de manipulation un peu. C'est normal. J'ai l'impression d'avoir d'autres choses à dire, mais je vais les dire dans une autre vidéo. Parce que celle-ci commence à être longue. 33 minutes. Quand ça va vers le 40, ça commence à pousser un peu les limites. Combien de temps vous avez dans votre journée? Donc, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Moi, en conclusion, je recommande la psychothérapie. Mais, comme Carl Tétillon dit, point très important, c'est important de ne pas voir comme s'il y a un problème émotionnel à résoudre pour éliminer les symptômes. Souvent, il suffit de se tourner la tête comme ça, adresser ces choses-là, mais il n'y a jamais de résolution avec ça. Il y a des choses qu'on pense qu'on a réglées, boum, ça revient. Ça nous saute d'en face. Il n'y aura jamais de fin à ça. Moi, je ne sais pas si ça vous engage, moi, ça m'aide, ça, cette idée qu'il n'y a jamais de fin à ça. Parce que comme ça m'enlève la mentalité qu'il y a un problème que je peux régler, que je peux résoudre. Ce n'est pas un problème, c'est beau. C'est beau. C'est vous. C'est vous. C'est des couches, c'est des cycles. C'est qu'est-ce que vous êtes au plus profond de vous-même.
Et sur moi, ça prend toute une vie à adresser ça. Donc, on n'a pas besoin de régler un problème. Il n'y a pas de problème. Ça s'appelle la vie. C'est compliqué, c'est complexe. Aïe, aïe, aïe. C'est des nœuds, on dirait des fois. Hein? Il y a des nœuds. C'est pas un problème. On n'a pas besoin de tout régler ça. Tout ce qu'il faut, c'est arrêter de se distraire avec des comportements, avec des symptômes, des addictions. Retourne notre teint. Ah. Mon estime personnelle passe par mes accomplissements. Il faut que je développe un amour de moi-même plus profond, qui ne passe pas par l'écriture d'un livre ou faire une chaîne YouTube, aider d'autres personnes. Ça fait du bien. Mais évidemment, c'est ça c'est... Les vidéos comme ça me fait du bien en parler, mais c'est pas la même chose évidemment que quand je parle comme ça dans les groupes. J'ai adressé ces problèmes-là cette semaine dans la thérapie de groupe. Et c'était... Wow! C'était très intéressant. Très cathartique. C'est un moment de catharsis. Donc non, on n'est pas obligé de faire de la psychothérapie. Mais ça peut aider.